Bonsoir. Euh, comme d'habitude, nous allons repartir pour un Facebook Live avec pour thème aujourd'hui la commission électorale indépendante. Excusez-moi 2 minutes. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est la commission électorale indépendante. Mais avant d'aborder le thème, comme je l'ai dit récemment, dorénavant mes Facebook Live seront thématiques. Ils resteront toujours interactifs, c'est-à-dire qu'on va échanger, mais ce sera essentiellement donc sur un thème du jour. Et après avoir abordé le thème, alors on pourra faire un rapide décryptage de l'actualité politique où je répondrai à vos questions. Alors aujourd'hui, c'est la commission électorale indépendante. Alors, un petit flashback. Vous savez que la Côte d'Ivoire s'est dotée depuis, je vais dire maintenant, une bonne vingtaine d'années d'une commission électorale indépendante qui est au cœur de tous nos conflits, qui cristallise les principaux problèmes en Côte d'Ivoire. Ça a commencé par la Commission nationale électorale sous la transition, à l'époque de Robert Guèye, et c'était Honoré Gué qui la présidait. Malheureusement, vous avez pu voir à la télévision que les résultats de 2000 proclamés par cette commission nationale électorale n'ont pas suffi à taire les querelles, à apaiser la sphère politique. Le président Gbagbo lui-même dira qu'il a été élu dans des conditions calamiteuses. Parce que après la proclamation de Robert Guèye comme président, le président Gbagbo le candidat Gbagbo à l'époque a appelé les Ivoiriens à descendre dans la rue pour réclamer ce qui leur est dû. Bon, finalement, on peut dire que ce n'a pas été une élection apaisée et il n'y a pas eu de passation de charges entre Robert Guèye et Laurent Gbagbo. Ensuite, il a été mis en place une commission électorale indépendante qui était présidée par Robert Mambé. Il y a eu de gros problèmes sur une liste qu'on appelait à l'époque, je crois, la liste blanche. Et suite à ce scandale, Robert Mambé a été démis et Youssouf Bakaïko a été nommé en lieu et place donc de Robert Mambé. Et donc c'est Youssouf Bakaïko qui a organisé l'élection donc de 2010, présidentielle de 2010, celle de 2005 n'ayant pas pu avoir lieu. Évidemment, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais tout le monde sait dans quelle situation tout cela est terminé en 2011. Nous étions donc dans la situation où il y avait deux chefs d'État, deux individus qui se réclamaient légitimes, légaux, et donc deux présidents de la République avec deux gouvernements parallèles. Il a donc fallu une intervention militaire pour que finalement il y ait un retour à la légalité constitutionnelle dans notre pays. Mais là encore, il n'y a pas eu de passation des charges entre le président sortant et le président rentrant. Cette même CEI a organisé ensuite l'élection municipale en 2011
2012, qui a été boycotté par le Front populaire ivoirien. Son président à l'époque était en prison. La plupart des cadres du parti étaient également emprisonnés ou en exil. Et donc, dans ces conditions-là, c'était difficile pour le Front populaire de participer à cette élection municipale de 2012. Le Front populaire ivoirien venait de perdre le pouvoir il y avait à peine un an. Les rancœurs, les meurtrissures, les ressentiments, les blessures étaient encore vivaces dans les esprits. Et donc, c'était difficile pour les militants de ce parti de repartir à l'élection présidentielle en 2012. Donc, je peux dire, d'une certaine façon, je comprends parfaitement le boycott de l'élection locale, municipale et régionale de 2012. Ensuite, l'eau a coulé sous le pont en 2015. Donc, 4 ans plus tard, il y a eu les élections présidentielles qui ont été boycottées par la dissidence du FPI sous prétexte que participer à cette élection, c'était tourner la page de Gbagbo, c'était légitimer le pouvoir de M. Ouattara, c'était reconnaître son pouvoir. Bref, ils ne se sont pas contentés de seulement boycotter cette élection. Ils ont fait campagne contre l'élection. C'est différent. Parce que le boycott, vous vous abstenez d'aller voter. Mais là, ils se sont déployés sur le terrain pour demander aux gens de ne pas voter. Moi, je me rappelle même, on est parti dans certains endroits à Guibérois et à Ouragayo. Ce que les populations nous ont dit là-bas, c'est que les cadres de la dissidence leur ont dit « Si vous allez voter, Gbagbo va rester en prison, donc n'allez pas voter. » Et donc, beaucoup ne sont pas allés aux élections. Ensuite, il y a eu l'élection des députés, donc de l'Assemblée nationale. En 2016, et là encore, la dissidence du Front populaire ivoirien a boycotté. Contrairement aux autres partis, Madou Coulibaly a été élu à Azaguié, Afi N'Guessan a été élu à Bongouanou au titre du FPI, Amalaman Gilbert a été élu à Bongouanou au titre du FPI, Nguetia Yaoukouma a été élu à Gouméré Tabagne au titre du Front populaire ivoirien. Yasmina Ounien a été élu à Cocody au titre du PDCI. Et donc, en dehors de la dissidence, la plupart des partis politiques sur l'échiquier politique ivoirien ont pris part donc à l'élection présidentielle, à l'élection législative de 2016. Je veux dire que 2016, c'était le boycott de trop. C'était le boycott de trop parce que la République, telle qu'elle est conçue dans notre démocratie, le Parlement est un pilier essentiel. Dans la séparation des pouvoirs, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En Côte d'Ivoire, on peut dire qu'on n'a pas encore un pouvoir judiciaire, on a des autorités judiciaires, mais on n'a pas encore un pouvoir judiciaire, mais on a au moins un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Et donc, un président de la République ne peut pas gouverner sereinement s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Parce que c'est à l'Assemblée nationale qu'on prend les lois, qu'on vote les lois qui lui permettent d'exécuter son programme de gouvernement. Et donc, c'est vraiment l'élection qu'il faut remporter, c'est l'élection qu'il ne faut pas boycotter. En 2000, le RDA a boycotté l'élection législative parce que la candidature de Alassane Ouattara avait été rejetée par le Conseil constitutionnel.
Et alors, ils ont boycotté. Mais très tôt, ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commise et ils ont présenté des candidats aux municipales, aux conseils régionaux, enfin généraux, et donc ils n'ont plus jamais boycotté donc d'élections. Alors, chemin faisant, une association qui s'appelle Action pour la défense des droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans une action pour pour s'entendre dire que la commission électorale indépendante ivoirienne n'était pas équilibrée et qu'elle ne satisfaisait pas aux normes internationales à la matière. Et la Cour africaine des droits de l'homme a fait droit à la requête donc de l'association APDH et a demandé à la Côte d'Ivoire donc de recomposer, de reformer sa commission électorale. Il s'en est donc suivi des discussions entre l'opposition, toutes tendances confondues, et le pouvoir, au thème desquels le pouvoir a mis fin de manière unilatérale aux discussions, a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale et qui a été donc voté et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Suite à cela, une partie de l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. Malheureusement, ils ont été déboutés devant le Conseil constitutionnel. Et le président de la République a promulgué cette loi. Donc aujourd'hui, la loi est en vigueur. Face à cette situation, que faire? Que faire? Est-ce que l'opposition doit se contenter de pleurnicher, de se lamenter, de jouer là sur la victimisation, ou alors elle doit trouver un plan B? Voilà l'équation que l'opposition devra résoudre aujourd'hui. Plusieurs possibilités s'offrent à elle en l'état actuel des choses. Ressaisir la commission, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en espérant que d'ici 2020, elle rende un arrêt pour dire que notre commission électorale indépendante n'est pas crédible, conforme aux normes internationales. Elle a également la possibilité de boycotter les élections de 2020 en dehors ou de participer à l'élection, bien évidemment. En dehors de ces trois cas, je ne vois pas trop la marge de manœuvre donc aujourd'hui de l'opposition. J'ai posté la déclaration du président de la Commission de l'Union africaine qui s'est félicité de la décision des autorités ivoiriennes de recomposer la commission électorale indépendante et du vote qui a été fait devant donc le Parlement ivoirien. C'est vrai, le président de la Commission de l'Union africaine n'est pas juge, donc il n'a pas tranché le conflit. Il n'a pas tranché le conflit. Mais il faut quelquefois être réaliste. Les juges, un peu comme à la CPI, les juges de la commission de la Cour africaine des droits de l'homme sont des fonctionnaires internationaux.
des fonctionnaires internationaux qui sont nommés justement par la Commission africaine de l'Union africaine. Donc, en théorie, ils sont indépendants, mais ce sont des fonctionnaires. Parce qu'il existe une fonction publique internationale. Comme les gens de la BAD sont des fonctionnaires internationaux, comme les gens de la Banque mondiale sont des fonctionnaires internationaux, comme les gens de l'Union européenne sont des fonctionnaires internationaux, etc. Et donc, dès l'instant où le président de la Commission de l'Union africaine a fait une déclaration officielle pour dire que l'Union africaine se satisfaisait de la commission électorale telle qu'elle a été votée, je ne vois pas comment les juges de la Cour africaine des droits de l'homme, qui dépendent eux-mêmes de la commission, pourraient contredire cette instance régionale. Je ne vois pas. Ça peut arriver, ce n'est pas exclu. Mais je ne me fais pas d'illusions et il ne faut pas se bercer d'illusions. Voilà. Il y a des batailles qu'il est inutile de mener parce qu'on sait qu'au bout, on va les perdre. Face à la situation, il faut donc trouver un plan B, faire avec ce qui est et voir comment limiter la casse, comment contourner les difficultés éventuelles. Aujourd'hui, voilà comment elle se présente la commission électorale indépendante. Avant, il y avait 17 membres. Aujourd'hui, il y a 15 membres. Sur les 15 membres, il y a 3 qui sont désignés par l'opposition. Il y a 3 qui sont désignés par le pouvoir, c'est-à-dire donc le RHDP essentiellement. Et il y a 2 représentants des pouvoirs publics, donc un représentant du président de la République et un représentant du ministre de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. À côté de ça, il y a le représentant du Conseil supérieur de la magistrature et 6 autres représentants de la société civile. C'est ça qui fait donc les 15 membres. Voilà. Donc, mais en réalité, si on prend les 3 membres désignés par le pouvoir, plus celui du ministère de l'Intérieur, plus celui du représentant du chef d'État, ça fait 5 membres. Et comme le chef d'État lui-même, il est le chef de la magistrature, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature, donc ça fait donc en réalité 6 membres. 6 membres pour le pouvoir, 3 membres pour l'opposition et 6 membres pour la société civile. Voilà tel que les choses se présentent. Mais dans toute chose, il faut voir les aspects positifs. Il y a au moins 2 aspects positifs. Le premier aspect positif, c'est que le représentant du président de la République ne pourra pas prétendre être président de la commission électorale indépendante. Ça, c'est déjà une avancée à mon sens. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. On a 6 membres de la société civile. À ces 6 membres de la société civile, s'ils sont vraiment impartiaux, plus les 3 membres de l'opposition, ça fait 9 membres. 9 membres contre 6 membres, je dirais, proches du pouvoir. Et donc, dans tous les cas, cette CEI est beaucoup mieux que l'ancienne, où on avait les représentants de l'Assemblée nationale, les représentants du président, les représentants du ministre de l'Intérieur. Enfin, il n'y avait qu'un seul représentant des associations. Ouais. Donc, je pense quand même qu'il y a eu une avancée, même si elle n'est pas conforme à nos souhaits. Et donc, on est arrivé à un stade où il faut maintenant voir comment on limite les dégâts. Parce que il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain.
la commission électorale indépendante qui a organisé les élections municipales de 2018 était pire que celle-là. Celle qui a organisé les élections législatives de 2016 était pire que celle-là. Et pourtant, avec cette même commission électorale, Yasmine Onye a battu Afoussata Bamba à Cocody. Afin Guessan a gagné à Bongouanou. Le PDCI a eu, je crois, une soixantaine ou autour de 80, je ne sais pas exactement, de députés. Soro Guillaume a eu des députés. Méambli et un certain nombre d'indépendants ont eu des députés avec cette même CEI. En 2018, c'est avec cette même CEI que Jean-Marc Yassé a gagné à Cocody, que Sylvain Semou a gagné à Port-Boué, que Ewo Jacques a gagné au Plateau. Même s'il y a eu des résistances, du pouvoir, mais ils ont quand même gagné. C'est avec cette même CEI qu'Afin Guessan a gagné le conseil régional de Bongouanou, même s'il y a eu des velléités de triche. C'est avec cette même CEI que Gilbert Malama a gagné également la mairie de Bongouanou, que Agnès Monet a gagné la mairie de Agou. Et on peut donc citer comme ça de nombreux exemples. Donc tout est une question d'organisation. Tout est une question d'organisation. Les élections locales, les résultats sont proclamés localement. Ce n'est pas comme la présidentielle, où c'est à Abidjan, ici, qu'on proclame les résultats. Les élections locales, c'est sur place que ça se fait. Ce sont les commissions locales qui se réunissent, qui, après le scrutin, dépouillent les PV et puis proclament les résultats. Alors que pour la présidentielle, c'est une consolidation de tous les PV des différentes localités qui viennent à Abidjan et qui sont donc consolidés pour désigner, déclarer le vainqueur. Or, les gens qui font la confusion et qui n'ont pas pris le temps de voir comment fonctionne la CEI, on dit, bon, écoutez, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Non. Moi, par exemple, je me suis présenté à Dimokro face au RHDP en candidat indépendant. J'ai eu à peu près 40% des voix contre le RHDP. Je n'ai pas eu besoin de faire un recours parce que tous les PV que mes représentants dans les bureaux de vote m'ont envoyés étaient conformes à ceux qui ont été donc lus au niveau de la commission électorale locale, où également j'avais des représentants. Donc dès l'instant où mes résultats par bureau de vote étaient conformes à ce qui a été proclamé au niveau de la CEI locale, j'ai pas eu, il n'était pas donc nécessaire d'aller faire un recours pour fraude. Voilà. Mais pour qu'on arrive à ça, il a fallu qu'on s'organise, qu'on fasse en sorte qu'on ait des représentants dans tous les bureaux de vote. Parce que, bon, je vais peut-être expliquer un peu comment ça se passe pour que ceux qui ne comprennent pas comment se passe le vote puissent comprendre. Le matin, on va dire à 8 h, quand on ouvre les bureaux de vote, vous devez avoir vos représentants, 2 dans la salle. Quand un électeur vient, il vote. Votre représentant vérifie qu'il a fait toutes les étapes. Et s'il y a un problème, il le note. À la fin, l'après-midi, à 18 h, devant les représentants de la CEI, devant tous les représentants de tous les candidats, parce que dès l'instant où vous êtes un candidat, vous devez avoir, même si vous n'êtes pas la CEI, dès l'instant où vous êtes candidat, vous devez avoir vos représentants dans chaque bureau de vote. Donc, le soir, devant tout le monde, on sort bulletin par bulletin des urnes et puis on compte. On dit, lui, il a gagné, on note.
deuxième, troisième, jusqu'à ce qu'on compte tous les bulletins de vote. Quand on a fini de compter tous les bulletins de vote, chaque représentant dans le bureau de vote signe le nombre de lecteurs, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de bulletins nuls, etc. Et puis, sur place, dans tel bureau de vote, on sait qui a gagné dans le bureau de vote A. Et chaque représentant de candidat repart à la maison ou dans le QG de son candidat avec son PV en main. Il arrive au QG de sa campagne, il attend que ses autres représentants arrivent, et puis, voilà, ils additionnent bureau A, bureau B, bureau C, et puis ils voient combien eux, leur candidat a gagné, combien les autres ont gagné, et ils savent s'ils ont gagné ou ils ont perdu. Où est-ce qu'il peut y avoir triche? Il peut y avoir triche si vos représentants sont absents pendant qu'on fait le décompte des voix. Mais ça, il faut vous en prendre à vous-même. C'est vous qui avez désigné vos représentants. Il peut y avoir triche si vos représentants ne sont pas crédibles. C'est-à-dire si on peut les acheter facilement. Mais ça aussi, il faut vous en prendre à vous-même parce que c'est vous qui les avez envoyés là-bas. Il peut y avoir triche si vos représentants sont des analphabètes et qu'ils ne sont pas capables de faire la différence entre un faux et un vrai. S'ils ne protestent pas. Parce qu'au moment où on fait le dépouillement, si on a invalidé un de vos bulletins qui était bon, votre représentant doit protester. Voilà, il doit le mentionner dans le PV. Et au niveau de la commission locale maintenant, on va faire l'arbitrage. Donc si votre représentant, lui, il ne proteste pas, bon, ça va être pris comme acquis. Voilà comment ça se passe. Donc au niveau local, pour tricher, c'est vraiment très difficile. Sauf, comme je l'ai dit, si vous-même, vos propres représentants ne sont pas vigilants. Parce que si les gens veulent tricher, quand moi, Jean Bonnet, tous mes représentants dans les 50 villages sont revenus avec leur PV et que j'ai fait la computation des nombres et que j'arrive à 200 et qu'à la CEI, on me dit non, tu as eu 150, bon, il y a un contentieux. Voilà. Donc, au niveau national, c'est la même chose, sauf que les représentants des CEI au niveau local, ce sont ces représentants-là qui envoient tous les résultats à Abidjan. Et puis, on fait donc la consolidation. Mais de la même manière, dans les bureaux de vote, dans les QG de chaque candidat, on reçoit également les PV ou alors vos représentants locaux vous appellent pour vous dire, bon, à Dimokro, on a consolidé, on a eu tant. À Bondoukou, on a eu ceci. À Tengrela, on a eu cela. Et donc, vous pouvez avoir. Donc, tout est une question d'organisation. Et c'est parce que Yasmine Ogna était organisé qu'on n'a pas pu voler sa victoire. C'est parce que Ewo Jacques était organisé qu'on n'a pas pu voler sa victoire. C'est parce que Sylvain Semou était organisé qu'on n'a pas pu voler sa victoire. Donc, il faut être organisé. Parce que dans une élection, on cherche toujours à tricher. Voilà. Généralement, on cherche à tricher. C'est comme ça. L'opposition cherche à tricher. Le pouvoir cherche à tricher. Bon, c'est malheureusement ainsi et c'est partout comme ça dans le monde. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, la seule chose que je peux dire à l'opposition, il faut chercher à être unis. Je n'arrête pas de le dire. Il ne faut pas penser qu'il y a des petits candidats, il y a des grands candidats. Le RHDP est une machine redoutable. Le RHDP est une machine redoutable. Je le répète pour que les gens prennent bien conscience. Que l'élection ne se fait pas ici sur Facebook. Il faut bien comprendre que les populations n'ont pas toutes nos préoccupations. Nous qui avons les moyens de faire des directs tous les jours, de dépenser de l'argent sur les réseaux sociaux, les populations n'ont pas toutes ces mêmes préoccupations-là. Elles ont d'autres échelles de valeur qui peuvent être de l'argent, qui peuvent être des gadgets, des t-shirts, des promesses, etc. Et donc, on part donc avec une position de faiblesse. Et quand c'est comme ça, il faut user de son intelligence. Face à la force, il faut utiliser ses neurones.
Donc la première chose à faire, c'est de travailler à l'unité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de allons la réconciliation, mais le FPI ne sera pas crédible en parlant de réconciliation tant que le FPI lui-même ne sera pas capable de s'asseoir en interne pour gérer ses propres problèmes. Et c'est parce que le FPI aurait été capable de s'asseoir en interne pour gérer ses propres problèmes que son discours sur la réconciliation nationale sera crédible. Parce que vous ne pouvez pas dire à votre propre frère, je ne te parle plus, et puis dire, je vais réconcilier le village. On te dira toujours, va d'abord réconcilier ton propre frère. Va te réconcilier d'abord dans ta propre famille. Sinon, tu ne seras pas crédible. Surtout, si c'est celui qui va parler de réconciliation, c'est celui qui refuse de s'asseoir avec son propre frère. Deuxièmement, c'est dès à présent qu'il faut préparer nos électeurs à la question électorale. Parce que j'entends dire des gens, oui, mais avec cette CEI-là, vous voulez aller aux élections? Avec cette CEI-là, vous voulez aller aux élections? Plus vous allez tenir ce discours, et plus vous allez inoculer dans l'esprit de certaines personnes qu'il ne faut pas aller à l'élection. Et demain, quand vous irez leur dire, allons aux élections, ils vont vous dire, non, ce n'est pas la peine. Vous nous avez fait comprendre que cette CEI-là n'était pas crédible. Nous, on n'a pas envie d'aller la cautionner. Et donc, de toute façon, les jeux sont déjà gagnés d'avance, donc on n'y va pas. C'est la pire des choses qu'il faut faire. Quand vous faites vos meetings, il faut toujours conclure par allez vous enrôler, allez faire vos pièces d'identité, allez faire vos certificats, qu'on appelle, qu'on appelle ça. Bon, bref, allez faire vos papiers. Voilà, votre extrait de naissance, votre certificat de nationalité, allez faire tous ces documents-là. Mais si vous vous contentez de vous réunir, de faire des meetings, et puis après, danser, chanter, vous allez être surpris par les résultats. Hein? Parce qu'une élection, ça se gagne dans le bureau de vote. Or, pour aller au bureau de vote, il faut avoir ses papiers. Voilà. Aujourd'hui, on parle de payer la carte d'identité à 5 000 francs. Or, d'après ce que le gouvernement dit, la carte d'identité sert en même temps de carte d'électeur. Dans de nombreux pays au monde, hein, il n'y a pas de carte d'électeur. C'est la carte d'identité qui permet de voter. Il faut juste être sur la liste électorale et donc venir avec sa carte d'identité. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas sa carte d'identité ne pourra pas voter. Ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de problème. Ils ont les moyens. Ils ont les caisses de l'État. Ils ont les marchés publics. Ils ont beaucoup de choses. Donc, pour financer les cartes d'identité de leurs militants, de leurs sympathisants, ils peuvent payer. Mais au niveau de l'opposition, quelle est la stratégie qu'on met en place? Comment on réfléchit pour résoudre le problème de ceux qui sont électeurs mais qui ne peuvent pas s'offrir une carte d'identité? Voilà. J'ai reçu aujourd'hui une association qui s'appelle la coalition Ça Suffit. Ils ont des propositions à faire dans ce sens. Donc, ils vont rencontrer les partis politiques du pouvoir, de l'opposition, pour leur faire des propositions dans ce sens. Mais c'est dès à présent qu'il faut commencer à réfléchir à ces choses. Comment est-ce qu'on aide nos parents qui n'ont pas de pièces à avoir des pièces? Ce n'est pas dans les derniers mois là qu'il faut régler ce problème. Et donc, à mon sens, la CEI actuelle est imparfaite, mais il faut faire avec jusqu'à ce qu'on ait une CEI parfaite. Si tant est qu'il existe une CEI parfaite. Voilà. Parce que s'asseoir, pleurer, ça ne va pas changer les choses. Voilà. Le monde est ce qu'il est. Le monde est ce qu'il est. J'ai fait un long article sur les réseaux. Les gens n'ont pas compris, mais ils vont comprendre un jour.